puis la parole va être donnée à Christophe Maé, Christophe Maré, qui est directeur marketing Southwest Europe de Adobe, qui est l'un des partenaires de cet événement Marketing Day. Nicolas Giraudon de l'AFP Group Marketing Director. Et on va donc parler de la digitalisation des actions marketing et commerciales aujourd'hui, qui est incontournable pour garder le contact avec ses clients, ses prospects. Alors comment garder justement le lien avec ses clients et ses prospects malgré la distanciation sociale en ce moment, vu le contexte et la crise sanitaire, et comment s'aligner avec les forces de vente? C'est l'échange que je vous propose de suivre maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui sur la scène virtuelle du Marketing Day. Je suis Christophe Maré, je suis directeur marketing d'Adobe pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Je suis en charge notamment de la plateforme de gestion de l'expérience client, Adobe Experience Cloud. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène Nicolas Giraudon. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes Group Marketing Director pour l'agence France Presse, qui a notamment déployé notre solution de gestion de lead Marketo Engage. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Nicolas, et même si l'AFP est une entreprise qui est bien connue, souvent les détails de votre activité sont méconnus. Est-ce que vous pourriez nous éclairer et nous rappeler vos missions au quotidien? Bien sûr, Christophe. D'abord, merci de l'invitation, Christophe, et puis je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous. Alors, l'AFP, c'est une agence d'information majeure et mondiale. Il y a 3 grandes agences dans le monde internationales. Certains d'entre vous seront peut-être familiers. Il y a AP, Associated Press, aux États-Unis. Il y a Reuters, qui est la canadienne. Et puis, Agence France Presse, qui est la seule agence vraiment européenne. Donc, le métier de l'agence, c'est quoi? C'est la production d'une couverture vérifiée, rapide, d'événements d'actualité. Ça peut être des élections américaines, depuis les États-Unis, Washington et tous nos bureaux aux États-Unis, au phénomène climatique, on fait des reportages par exemple en Antarctique, mais ça peut aller aussi jusqu'au Festival de la bière qu'on va couvrir en live, en vidéo, depuis la Corée du Nord. Oui, l'AFP a un bureau en Corée du Nord où aucun média traditionnel n'est. Donc, ce qu'on comprend rapidement, c'est que l'AFP, sa force de frappe, c'est plus de 1700 journalistes dans le monde, dans 150 pays, 151 pays, le dernier étant justement la Corée du Nord qu'on a ouvert. Et sa deuxième force, c'est vraiment cette capacité à distribuer aux médias et aux acteurs de l'information vérifiée. Et l'information vérifiée, c'est le cœur du métier de l'agence. Donc, on est d'ailleurs à l'heure où je dirais les fake news font des ravages. Plus que jamais, on réalise à quel point c'est important d'avoir une information fiable, vérifiée, sans parti pris. On est d'ailleurs, l'AFP, d'ailleurs le leader mondial de l'investigation numérique. Donc, au-delà de notre production traditionnelle, nos journalistes vont au-devant des fake news, les debunk, comme on dit dans notre jargon, et on le fait aussi pour des grands comptes comme Facebook ou TikTok, jusqu'en 12 langues. Donc, qu'est-ce que nous vendons concrètement et pour qui? L'AFP commercialise une production temps réel de textes, photos, vidéos, infographies, à plus de 5000 clients B2B dans le monde. Donc, ça va des journaux que vous connaissez, le Figaro, le New York Times, le China Daily, on vend ça donc en 6 langues, aux télé, de la BBC, CNN, tous les grands networks, y compris des chaînes locales, mais aussi les entreprises institutions. Donc, en conclusion, vous lisez déjà l'AFP tous les jours, peut-être sans le savoir, puisque vous la retrouvez sur vos sites favoris d'information, dans les ascenseurs, dans les voitures connectées, dans les avions, enfin dans tous les objets connectés à ce jour. En fait, l'AFP est finalement une entreprise qui est partout, qui est omniprésente dans notre quotidien chaque jour. Enfin, c'est assez remarquable. C'est surtout en fait une entreprise dont l'activité est B2B. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne soupçonnait pas forcément, c'est-à-dire business to business. Et puis, avec 5000 clients, c'est quand même un nombre très important de cibles finalement. Du coup, pour l'AFP, quels sont les enjeux autour justement de la prospection ou la génération de leads dans cet environnement B2B? Alors, ce qu'on a observé, avant de parler des enjeux, c'est regarder un petit peu le contexte. Et c'est vrai qu'on a observé que le contexte de l'achat B2B a énormément changé depuis 3 à 4 ans. À l'agence, on a pu remarquer que, et puis aussi à travers des études, que le process d'un acheteur, d'un buyer B2B, il est de plus en plus proche de celui d'un B2C. Il y avait une étude LinkedIn récente qui montrait que 90% du cycle d'achat
d'un acheteur B2B était sur le web. C'est-à-dire que l'acheteur attend le tout dernier moment pour contacter un commercial. Donc, comme un acteur B2C, comme vous et moi, quand on va chercher un produit, on va sur le web, on va voir les fournisseurs, les feedbacks clients, des exemples d'usage. Eh bien, un acteur B2B va faire pareil. Donc, ça, c'est un changement de paradigme fort, puisque avant, nos commerciaux passaient énormément de coups de fil, étaient à des salons, et c'est comme ça qu'on générait beaucoup de leads. Maintenant, le contexte d'achat a changé. Et puis, l'autre élément qui a changé, qu'on remarque dans le constat aussi, c'est qu'il y a plus d'acteurs. Avant, on parlait simplement au rédacteur en chef qui signait un contrat. Maintenant, un contrat doit passer par le head chef, la DAF, la direction des achats, les journalistes qui utilisent la plateforme. Donc, il y a énormément d'acteurs dans le contexte d'achat et c'est pour ça que les méthodes d'avant ne peuvent plus être utilisées de la même manière. Donc, c'est pour ça que nous, il y a 3 enjeux clés par rapport à ce changement de contexte. Il y a d'abord, on doit aider les commerciaux à faire plus de leads et les accompagner dans la prospection commerciale. 2, c'est comment accélérer le cycle de vente. Et 3, je dirais, c'est diversifier aussi les revenus de l'agence. Donc, premier point, c'est la prospection commerciale. Christophe, une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous recevez un appel d'un commercial B2B au téléphone, franchement? Franchement, et pour être honnête, quand c'est non sollicité, quand c'est ou mal à propos, souvent je décroche pas, voire je raccroche. Donc très rapidement. C'est ça, je fais pareil. Et souvent, si je retiens de mon entreprise, j'aurai souvent une mauvaise image de l'entreprise. Ben, la question, en fait, la problématique chez nous est clé. Si le cold calling marche pas, si nos commerciaux ne peuvent plus décrocher le téléphone comme avant parce qu'ils ne seront pas pris pour aller démarcher de nouvelles cibles, comment on fait? Eh ben, l'enjeu pour nous avec l'acquisition de solutions marketing automation, c'était justement accélérer et investir de plus en plus dans l'inbound marketing, que ce soit attirer des contacts vers des pages d'offres, faire des webinars, etc. Et la première étape chez nous, c'était simplement d'optimiser ces points de contact et donc de collecter des leads à un facteur qui a été multiplié par 10 en termes de volume. Le deuxième point, nous, c'était l'accélération du cycle de vente. Avant Marketo Engage, le marketing était vraiment une PowerPoint factory, c'est-à-dire qu'on faisait des PowerPoint pour les commerciaux qui allaient pitcher en one-to-one ou one-to-a-few auprès de leurs clients. Depuis Marketo Engage, on est vraiment passé, en refondant les pages, comme je l'évoquais avant, nos formulaires, eh bien, on est vraiment passé d'un marketing via le PowerPoint, un nombre one-to-few, à des pages d'offres où on a refondu tous les business cases. Et on peut dire que le Credibility Deck PowerPoint, donc le deck qui permet de présenter l'agence, ses activités, ses business cases, ses clients, ça se passe en ligne et ça fait gagner un temps considérable. Donc, on a utilisé des templates Marketo qu'on a créés et qu'on réutilise maintenant pour tous nos business cases pour remplacer ce Credibility Deck. Comme ça, le commercial, lorsqu'il a des leads qui rentrent, eh bien, la prochaine étape, on parle déjà d'offres et de prix très vite. Et puis, le troisième point pour nous, c'est vraiment la diversification du revenu. C'est vrai que beaucoup du revenu d'agence vient des médias traditionnels. On s'est diversifié depuis plusieurs années vers de nouveaux types d'acteurs, soit les entreprises, que ce soit, je parlais de Facebook, TikTok tout à l'heure, que ce soit différents types de sites web et mobile apps. Mais vraiment, un résultat intéressant, c'est que grâce à cette présence intensifiée sur le web au marketing digital, aujourd'hui, en termes de résultats, on a 85% des clients qu'on signe d'origine marketing digital qui sont des nouveaux clients que l'agence n'a jamais connus avant. Donc, c'est vraiment l'impact, en tout cas pour nous, était clé. Voilà les enjeux et comment on y répond. Donc, digitalisation de la prospection, accélération des cycles de décision, audience élargie, c'est un peu une recette un peu magique hein, pour le monde du B2B. Alors maintenant, depuis quelques mois, on est confronté à une crise sans précédent qui est en train de finalement en fait de changer beaucoup de choses, de changer beaucoup la relation entre les marques et leurs fournisseurs, les marques et leurs clients. Et ça a souvent poussé les entreprises à devoir se réinventer. Qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé pour vous? Alors, c'est vrai qu'on était déjà dans une phase de transformation avec un management qui sponsorise la transformation digitale et d'autres transformations à travers l'agence. Et c'est vrai que le Covid a accéléré cette transformation, je pense, comme beaucoup d'entreprises. Avant la crise du Covid, je le mentionne un peu plus tôt, nous, on se basait beaucoup et les commerciaux captaient beaucoup de leads dans les salons professionnels. On a une
tiennent de salons professionnels auxquels on assiste dans le monde, c'est des rendez-vous physiques, que ce soit des rendez-vous autour de la technologie, autour du monde des médias, autour de l'entreprise. Et c'est de là qu'on avait nos cartes de visite. Ce qui se passe, c'est que maintenant que les commerciaux ne peuvent plus aller à ces événements et qu'il y a beaucoup de webinars, c'est difficile de networker pendant un événement de webinar, même si les événements physiques ont été remplacés par ces webinars, donc très compliqué. Et puis les commerciaux ne peuvent pas non plus aller voir les clients comme ils pouvaient le faire avant pour faire des démonstrations. Donc c'est vrai que la nouveauté, c'est que nous, on a dû accélérer le cycle de transformation. On a dû apprendre à augmenter la fréquence, par exemple, de nos webinars. Le webinar devient une nouvelle normalité. Pour donner un exemple d'action d'inbound marketing. Donc, on fait régulièrement des webinars, par exemple, autour du fact-check, comment on va débunker des news. On a encore eu un en Asie là, très récemment avec 250 présents live, ou en Asie, ou en Afrique, là, juste il y a quelques jours. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez en fait une approche un peu différente sur la manière de nurturer, d'éduquer en fait vos audiences? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous avez mis en place? Et est-ce que développer la relation client, c'est un axe important pour vous? Alors, on est en train de le mettre en place. On apprend pas à pas. Hein. Il faut se souvenir qu'à l'agence, il y a 2 ans, il n'y avait pas de CRM et pas de marketing automation. Donc, on est en train d'apprendre. On n'est pas expert, loin de là, comme peut-être des marques B2C. Mais c'est vrai que le nurturing, on commence maintenant, au bout de 18 mois, à peu près 2 ans, à commencer à le déployer et à apprendre. Mais c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a le nurturing en amont du funnel pour alimenter des leads et continuer à être en contact avec eux qui ne seraient pas encore transformés en clients. C'est extrêmement important de maintenir ce contact. Un client, on remarque que des leads d'il y a 18 mois ou 24 mois deviennent des clients 2 ans plus tard. Ça, on le voit dans nos chiffres. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a aussi la rétention des clients. Pendant une crise de Covid, on remarque que certains de nos clients ont des crises, peuvent traverser des crises de baisse de chiffre d'affaires. À un moment, la DAF regarde le coût, essaie de baisser les coûts. Et si on veut devenir le fournisseur et rester le fournisseur principal dans certaines fonctions, eh bien, il faut être en permanence au contact des décisionnaires qui sont nombreux dans l'entreprise. Donc, c'est là où le nurturing devient vital, pas seulement pour l'acquisition, mais également pour la rétention. Donc, cette relation client est essentielle. Mais là, on est encore au tout début. Alors justement, pour gérer cela, vous avez choisi en fait une solution de gestion de campagne et de marketing automation qui s'appelle Marketo Engage d'Adobe. Quels ont été vos critères de choix au moment de choisir la bonne solution? On avait regardé, si je me souviens bien, on avait regardé à peu près trois grands axes, 3 grands critères. Première chose, c'est qu'il soit une solution robuste. À l'agence, il y avait, eh bien, à l'époque, avant le management existant, 4 solutions d'emailing qui étaient simples, mais qui à long terme n'allaient pas pouvoir nous accompagner sur leur nurturing, sur l'automation. Donc, la première chose, c'était avoir une solution robuste qui puisse grandir avec nous. Même si aujourd'hui, on n'utilise pas toutes ces capacités, on pouvait regarder le long terme. Donc, comme on a fait pour ce choix-là, on a regardé le Magic Quadrant de Forrester, on a écouté des partenaires, des fournisseurs, etc. Le deuxième point clé pour nous, c'était le fait, puisqu'on est une agence vraiment internationale, on a 3 personnes au marketing generation, lead gen et nurturing au siège et 5 dans les régions qui sont des lead generators. On a regardé si la marque était une référence incontournable à l'international, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des contacts locaux, être mis en contact avec des partenaires. Et ça, c'était extrêmement important pour qu'on ait des réponses parfois locales à des problématiques locales. Et puis le troisième point, c'était vraiment la question, le fait d'avoir travaillé aussi avec un acteur international et une référence mondiale, c'est le fait que cet acteur soit intégré dans un écosystème déjà existant d'acteurs du digital. C'est surtout la question de l'interconnectivité, de l'interopérabilité. Donc, ça veut dire qu'on voudrait que notre solution de marketing automation puisse s'intégrer facilement avec Google pour les taguer nos pages et suivre le comportement de nos audiences avec GTM, avec des outils de playing vidéo, de hosting vidéo pour augmenter le scoring de quelqu'un qui aurait eu par exemple 75% des vidéos versus quelqu'un d'autre qui a vu que 25, donc le scoring sera différent. Donc hyper important pour nous, c'était le point clé, d'avoir quelque chose qui soit interconnectable avec l'écosystème de façon à ce qu'au fur et à mesure qu'on
puisqu'on grandit dans notre compétence et notre expertise, on puisse y accoler les outils nécessaires complémentaires. D'accord, donc robustesse, interopérabilité, efficacité, internationalisation, voilà, c'est super clair. Alors, vous l'avez installé il y a maintenant 2 ans. Commencez à avoir un petit peu de recul. Est-ce que vous auriez des bonnes pratiques à partager pour bien choisir sa solution de marketing automation et surtout ensuite réussir son implémentation? Oui, question à 1 million d'euros. Pour ça que je bouge un peu sur ma chaise, parce que c'est vrai qu'à l'AFP, voilà, on est en B2B, on a lancé tout ça il y a 2 ans, donc voilà, on va des leçons, on va parler de leçons que nous avons apprises. Moi, nous, l'idée de donner des leçons au monde, parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense que les marques B2C sont bien plus avancées. Mais enfin, cependant, on peut retenir 3 choses. Pour nous, la première chose, c'était l'adhésion des équipes. J'expliquais tout à l'heure, on est passé d'une PowerPoint Factory et on souhaite petit à petit passer à Digital Factory, on y arrive progressivement. Comment on arrive à faire ce mind shift? Eh bien, c'est embarquer tout le monde. Et comment on a embarqué tout le monde? C'est qu'on a revu complètement les missions du marketing et la vision pour le marketing. Donc, quelle était la raison d'être du marketing? Le why de Simon Sinek, sur cette fameuse vidéo, la raison d'être, pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, on a, avec l'équipe, brainstormé qu'est-ce qu'on voulait faire pour l'agence, qu'est-ce qu'on voulait faire pour le monde. Qu'est-ce qu'on voulait faire pour l'agence? C'était, eh bien, amener des leads pour nos commerciaux, augmenter le pipe, aider à retenir les clients avec le nurturing, l'amélioration des offres et du pricing et de l'expérience client. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour le monde? On veut nous contribuer à un journalisme indépendant. On veut que chaque point de contact devienne un défenseur de l'information neutre, vérifiée, etc. Donc tout ça a fait que naturellement, on a pu assembler, l'équipe a suivi ce schéma puisqu'on l'a co-créé, ce schéma, on a co-créé tout ça. Et ensuite, le comment est venu naturellement. Mais important, vraiment, l'accompagnement de l'équipe, la remise à plat des missions et de la vision absolument vitale. C'est ce qu'on en tire, nous. Le deuxième point, c'était sur la partie technologique. Je parlais de l'interopérabilité, qui est assez essentielle. Pouvoir connecter, par exemple, un CRM avec avec l'outil de marketing automation. Bon, à l'AFP, ça n'a pas été possible le premier jour et notre CRM ne parlait pas à l'outil de marketing automation. Donc, et ça peut être le cas pour plein de sociétés. L'interopérabilité n'est pas systématique et partout. Ce qu'on a appris de ça, c'est que notre équipe technique voulait tout de suite essayer de connecter les plateformes. Ils sont très proactifs et vraiment, ils voulaient y aller, ce qui est intéressant à la technique. On n'a pas voulu le faire. On a voulu d'abord faire de l'Excel. Réconcilier les bases de données entre le CRM et le marketing automation à la main. Alors, ça peut paraître complètement fou quand il y a des milliers de leads, ce qui se passe, mais on a préféré le faire, puisqu'il y a une règle que je retiens d'un podcast que j'écoute souvent, qui est Master of Scale, l'ancien fondateur de LinkedIn, que je vous conseille. Et il interviewait le CEO de Airbnb, et le CEO d'Airbnb disait « Do everything by hand until it's painful ». Donc, pourquoi? Parce qu'il vaut mieux apprendre en faisant sur Excel, en faisant manuellement, et quand ça commence à faire mal aux mains, mal à tout le monde, qu'on ne pourra plus, c'est que le process sera bien éprouvé. Et quand le process sera bien éprouvé, là, ce sera le bon moment de développer, pas avant. Sinon, on risque de défaire 10 fois ce qu'on a déjà fait. C'est la deuxième leçon qu'on a apprise. Et puis, le troisième leçon qu'on a apprise et qu'on continue à essayer d'appliquer tous les jours, c'est l'obsession du focus. Ça veut dire quoi? Première obsession pour nous, c'était mesurer le funnel, mettre en forme ce funnel, combien de contacts, combien d'MQL, combien d'SQL, combien d'opportunités, combien de contests, combien de deals, quel chiffre d'affaires. Tant qu'on n'avait pas cette mesure-là, ça ne servait à rien d'aller faire de la publicité payante, du web perso, de la web perso, du nurturing, ça ne servait à rien. Donc, pendant des mois, on a mis de longs mois à pouvoir mesurer le funnel et la transformation, de façon à ce qu'après, tout ce qui vient après, on puisse le mesurer. Donc, obsession numéro 1, c'était d'abord d'ailleurs la remise à plat des pages, pour mieux capter. Deuxième obsession, c'était le funnel. Et maintenant, notre troisième obsession, ça devient l'alignement du scoring avec les commerciaux. Donc voilà, y aller par étapes, pas à pas,
et ne pas vouloir cliquer sur tous les boutons des applications qui donnent pourtant bien envie. En tout cas, c'était pour ma part, mon équipe m'a bien retenu là-dessus. Ouais, c'est tout à fait ça, ne pas sauter les étapes, définir des objectifs atteignables. Voilà, ce sont effectivement des excellents conseils. Je pense qu'on a tous été confrontés à ce genre de situation et c'est souvent en fait ce qu'on essaie d'appliquer. Donc, vous n'êtes pas tout seul en fait dans ce cas-là, Nicolas. Et alors, du coup, au bout de 2 ans, j'imagine que vous avez d'ores et déjà pu constater un impact business notable avec l'utilisation de Marketo Engage. Allez, on va dire que c'est un peu le moment de vérité. Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous partager? Vous savez, nous, on aime beaucoup ces chiffres-là. Nous sommes très friands de chiffres. Et oui, ce sont les chiffres qu'on a du mal à communiquer d'ailleurs. Non, mais je peux quand même vous en donner. S'il vous plaît, ne retweetez pas. Ça reste juste entre nous, Christophe Oui. et nos invités. Avant de parler de chiffres, c'est vrai qu'on s'est fixé des KPI. Donc, juste pour le dire rapidement, KPI, première année de lancement, on a mis un volume de MQL. C'était pour savoir ce qu'on allait obtenir en nombre de leads qualifiés par le marketing. Et puis, deuxième année, parce que les MQL, ça parle pas pour la direction générale, c'est normal, ils veulent des chiffres d'affaires, sonnant et trébuchant. Deuxième année, on est passé à la mesure du chiffre d'affaires qu'on a mesuré par rapport en évolution par rapport à la première. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être 2 chiffres clés, 85% des clients qui sont signés et qui ont pour origine le marketing digital sont des clients que l'agence n'avait jamais connus avant. Donc, ce sont des nouveaux clients, 85% d'entre eux, ce qui est vraiment un très, très bon signe d'impact sur le marketing digital, du marketing digital. Deuxième chose, ce qu'on peut dire, c'est que pour certaines régions, la contribution du marketing digital au nouveau business est une contribution en pourcentage en 2 chiffres. Donc, c'est une contribution qui commence à être tangible pour l'agence. Et encore il y a quelques jours, la DG commençait à me faisait ce message en disant tiens, ça devient tangible, c'est intéressant, continuez comme ça. Donc voilà, 2 chiffres, 85% de nouveaux clients et une contribution à 2 chiffres dans certaines régions de l'agence sur le nouveau biz. Alors, merci d'avoir été honnête et franc et complètement transparent avec nous, Nicolas. J'aurais une dernière question à vous poser avant de clôturer cet entretien. On est dans un environnement B2B et B2C. On a pu constater que les comportements en fait, d'achat ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué ces dernières années. On constate aujourd'hui que finalement, on n'achète plus tellement un produit ou un service, mais on achète de plus en plus une expérience. Et l'expérience est devenue le différenciateur clé entre les marques. Du coup, est-ce que vous vous êtes, vous, fixé des objectifs pour améliorer l'expérience de vos clients? Oui, alors l'expérience est vitale, on en parle tout le temps. Maintenant, avant tout, je reviens à la base, c'est la mesure. On ne peut rien améliorer si on ne mesure pas. Donc, pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est d'affiner cette mesure, d'affiner la mesure du comportement de nos clients sur le haut du funnel, mais également les clients sur nos plateformes et nos services. Donc, d'abord, on souhaite affiner cette mesure, ce qui est en cours. On vient d'ailleurs de faire un recrutement de quelqu'un spécialisé dans ce domaine-là. C'est notre, je dirais, conversion manager. Et puis, le deuxième point, par contre, ce qui me semble indispensable, une fois qu'on aura fait cette mesure, c'est ce qui permet de se démarquer quelque part, je pense, c'est cette relation client. Parce que oui, l'expérience client est clé, mais si un client, à un moment, il y a des points de friction dans son expérience et qu'il n'est pas satisfait, les clients sont extrêmement exigeants. Comme dans le B2C, ils veulent des réponses immédiates. Et donc, je pense qu'une entreprise qui pourra se diversifier, je parle de façon générale, c'est juste une vision personnelle, mais ce sera celle qui pourra identifier le point de friction et immédiatement répondre à son client en temps réel. Donc, le principe d'un service client always on. Analyser le point de friction, être présent si ça se passe et réagir auprès du client pour lui répondre, lui apporter les solutions nécessaires. Voilà, donc le always on dans la relation client, pour moi, est vraiment le next step, en tout cas à l'agence. Eh bien, voilà, le always on, ça sera le mot de la fin. Merci Nicolas pour ce témoignage passionnant. Ça nous a permis en fait de découvrir une facette un petit peu méconnue en fait d'une entreprise que l'on pense connaître, mais qui est parfois également sous-estimée. Merci à toutes et à tous pour votre attention et on vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci de l'invitation et à très bientôt.